Bonjour à tous dans Mediacom et Pub. Mon invité, c'est Ben Kourouma, le président de l'Union des professionnels des médias de la communication de Côte d'Ivoire. Ben, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais savoir, est-ce que selon vous, il n'y a pas trop d'organisations professionnelles des médias? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Bon, vu sur ce angle-là, oui, pourquoi pas. Mais en amont, je dirais que ce n'est pas mauvais aussi. Ce n'est pas mauvais aussi d'avoir assez d'associations en Côte d'Ivoire parce que chacun y va de sa manière. Mais en ce qui nous concerne, nous, à l'UPMC, c'est que nous sommes la grande fêtière. Pour ne pas dire la fêtière, nous sommes la grande fêtière parce que... Qui réunit combien d'associations qui réunit plutôt les professionnels des médias et de la communication. C'est-à-dire que vous avez 4000 membres, même au-delà, parce que mon mandat, je l'ai dit, il faut atteindre plus que ça. Et vous avez 50 corps de métiers répertoriés. Alors, je le dis aujourd'hui sur votre plateau, si vous prenez un journaliste ou un technicien radio, ou un animateur, ou un infographiste, ou même une maquilleuse. Voilà, ou une maquilleuse. Et que vous peut-être leur posez la question de savoir il y a combien de corps de métiers dans le monde des médias, on ne connaît pas. On ne sait pas, oui. Alors que tu es, pour un professionnel des médias et de la communication, tu es censé savoir ça. Pourquoi? Parce que la maquilleuse doit se dire simplement que je suis professionnel des médias, parce que si moi je n'ai pas maquillé le journaliste, ou l'éclairagiste, ou le cadreur, et ainsi de suite, eh bien, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de journaliste. Mais seulement, voilà, malheureusement, aujourd'hui, depuis un certain temps, c'est ce que nous sommes de faire comprendre aux gens, que c'est bien beau de voir le journaliste, certainement Angèle Gemaniani de TV5 et des Médias Club assis devant vous, mais c'est toute une équipe derrière lui. Alors, s'il n'y a pas cela, eh bien, il n'existe pas lui. Alors, donc, c'est ça. C'est un ensemble. C'est tout ensemble. Un ensemble de métiers. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que l'environnement des médias change au rythme où change la société ivoirienne? Oui. Si, mais en fait, je veux dire... Est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté aujourd'hui pour les médias en Côte d'Ivoire de se moderniser? Oui, ça, et malheureusement, c'est ce qu'il y a d'ailleurs. Oui, une difficulté parce que, d'abord, quand on prend des années, je veux dire, quand on prend des années, on n'est pas d'abord ouvrir le champ de télévision, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des pays africains ici qui ont déjà une avance sur nous. Eh bien, difficulté, oui, il y en a. Parce que aujourd'hui, les gens sont plutôt obligés de se focaliser, n'est-ce pas, sur le web TV, la télévision en ligne, ainsi de suite. Parce que justement, les gouvernants qui se sont succédés depuis le temps du premier président jusqu'à ce jour, ont cette peur en eux pour dire que soit on ouvre le champ de la télé ou bien des radios et autres, voilà ce qui va se voir, ce qui passe. Mais alors, ça se fait au niveau des radios. Oui, ça se fait au niveau des radios. Dans une certaine mesure, voilà, quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a pas mal de radios en Côte d'Ivoire ici, je ne parle pas des radios de proximité, mais ceux qui sont censés faire de l'information, la publicité et vendre de l'image des partenaires sur les ondes. Ben, c'est un décret, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qu'on leur a donné. Voilà. Bon, est-ce que vous comprenez cette réticence-là à aller franchement à la démonopolisation des ondes? Oui, bon, comme je l'ai dit, au lieu de me répéter, c'est le gouvernement en fait qui c'est et qui a une peur bleue. Voilà, c'est tout. Mais ce sont les professionnels, ils existent, ils veulent faire le boulot, ils veulent faire leur travail. Il suffit simplement qu'on leur donne la voie. Mais si les gouvernants disent non, on ne peut pas, ben voilà. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix et c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener aussi, justement. Pour permettre aux gens, pour dire à l'État, non, n'ayez pas peur, mais au contraire, permettre aux gens, n'est-ce pas, de faire le boulot comme il se doit. Même s'il y a une ligne qui doit être... voilà. Très bien. Alors, l'Union des professionnels des médias et de la communication de Côte d'Ivoire, c'est donc la grande fêtière de toutes ces associations professionnelles des médias. Voici 20 ans qu'existe un quotidien, l'Inter, le quotidien qui appartient au groupe Olympe. Donc, c'est la 20e année, c'est l'année de toutes les célébrations.
Alors, nous sommes allés à leur rencontre. Je vous propose de regarder très rapidement ce reportage d'Armand Blédou et Joseph Zécré, et puis on parlera de l'évolution de ce média. Établi en zone 4 dans la commune de Marcory, le quotidien ivoirien L'Inter célèbre en ce mois d'avril ses 20 ans d'existence. Pourtant, lorsqu'il fut créé le 16 avril 1998, on ne lui prédisait pas une longévité en raison de son contenu entièrement international. Charles d'Almeida Akwete, le tout premier rédacteur en chef de L'Inter, se souvient. Les débuts étaient très difficiles. Le journal était très beau, très bien présenté, mais les gens pensaient que c'était un journal extérieur, qui était fait à l'extérieur. Ils ne se sentaient pas. Et donc il a fallu qu'on réorganise le journal en y introduisant un peu d'information nationale, et c'est ce qui a pris. Et je vous assure, ça a très bien pris. On tirait à 50 000 exemplaires, on faisait pratiquement du 100%. Cette réorganisation a propulsé le titre dans le top 5 des journaux les mieux vendus en 2015 et à la 3e place depuis 2017, derrière Fraternité Matin et Soir Info. Une réorganisation certes, mais aussi un professionnalisme et une impartialité sur lesquels veille Amadou Ziao, le nouveau rédacteur en chef. L'Inter se veut un journal ouvert, un journal indépendant, un journal d'information. Et donc, en tant que rédacteur en chef, je veille à ce que cette ligne-là soit tenue dans le strict respect de la ligne que nous nous sommes donnée et dans le strict respect des règles qui régissent le métier du journalisme. Le quotidien L'Inter, qui en 20 ans a raflé de nombreuses distinctions, doit désormais faire face à la mévente des journaux et à la poussée d'Internet. Le groupe Olympe, dans son ensemble, a anticipé sur l'arrivée du numérique avec cette force-là, par la mise en place d'un portail d'information qu'on appelle l'Infodrome, qui est donc le portail d'information numérique des journaux du groupe Olympe. Vous y trouverez l'Inter, vous y trouverez Soir Info, vous y trouverez d'autres informations, en tout cas en version numérique. Reste donc à réussir le pari de vendre le journal via Internet dans une société faiblement bancarisée. On entendait dans ce reportage tout à l'heure Amadou Ziao, le rédacteur en chef, dire que voilà, c'est maintenant venu le moment pour son journal, son quotidien, de se réinventer à l'ère d'Internet. C'est un grand combat. Ouais, c'est un grand combat, mais je félicite le groupe Olympe, surtout l'Inter et Soir Info. Non pas seulement que c'est des journaux, ils ont pas mal de journaux qui ont disparu dans le temps. Il y avait ceux qui faisaient le quotidien, le 12, tout ça. Mais j'ai une pensée quand même pour toute l'équipe de l'Inter. Et surtout leur fondateur. Oui, le fondateur Nadir Reyes, mais surtout Kriwa Zeli qui n'a pas terminé son mandat en tant que président de l'UNJC, voilà, qui est décédé par son âme. Parce qu'avec lui, par exemple, on avait plein de projets. En ce moment, je n'étais pas le président de l'UPMC, mais j'étais le président du Ben quand Soum Saint-Félix, alors, qui était le premier président donc, de l'UPMC, et on avait des projets avec Kriwa, et donc on était même parti pour signer vraiment des partenariats avec l'UNJC et tout malheureusement la mort l'a fauché, personnellement. Donc j'ai dit que ce quotidien, n'est-ce pas, a un autre challenge, comme l'a dit Amadou Ziao. Bon, là encore, il faut le faire quand même. Il faut le faire vraiment. Mais avec quels moyens? Et en avoir les moyens, justement. Voilà, avec quels moyens. Bon, certainement qu'ils ont chose, mais je les félicite, je leur tire mon chapeau. Et tout cela, c'est des confrères. Et j'espère qu'ils iront au bout de leurs idées. Très bien. Alors, dans la deuxième partie de ce rendez-vous, nous allons évoquer la manifestation de cet après-midi. C'est donc la 5e édition de la cérémonie de remise de prix des acteurs de développement. Oui. Donc, ça fait, on en est donc à la 5e édition, comme je le disais. Mais il y a eu du chemin. Qu'est-ce qui va changer cette année? Bon, il y a eu du chemin, c'est vrai, mais on ne s'arrêtera pas là à cette 5e édition. Tout à fait, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui va changer cette année? Sauf que c'est toujours, n'est-ce pas, c'est toujours dans la même veine que les années passées. Mais cette fois-ci, comme je le dis, c'est toujours en excitant donc
en appelant toujours les acteurs de développement à mieux faire. Alors, qu'est-ce qui va changer? La question est bienvenue, je suis d'accord avec c'est que le prix change et ça devient un prix panafricain. Et donc la première édition, donc il sera considéré pour nous comme la 6e édition, mais la première édition aura lieu dans une capitale africaine. D'accord, donc vous allez délocaliser le prix. Et voilà, le prix devient panafricain, mais la première édition ne se passera pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on va considérer ça certainement comme la 6e édition, puisqu'on fait la 5e. Mais la première édition, ça devient le prix africain de développement. D'accord. Voilà, le PAD. D'accord, alors voilà. Cette année, il y aura combien de lauréats? Oui, lauréats, nous avons 32 lauréats au prix sectoriel et 3 au Grand Prix, le Grand César. Il y en a plus que l'année dernière. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le super prix à la Saint-Martin pour la bonne gouvernance, il y a le super prix diamant et puis il y a le Grand Prix spécial. Voilà, et donc c'est les 3 grands prix au niveau donc des prix que nous faisons, et les autres c'est les prix sectoriels, mais c'est chacun dans son activité, voilà, dans son compartiment qui reçoit donc le prix par rapport au travail qu'il a mené pendant toute l'année. Il y a une particularité de votre initiative, c'est que vous décernez également des prix à des chefs religieux. Oui, bien sûr. Pourquoi? Depuis 2014, parce que on a estimé qu'on revenait de loin. On a estimé qu'on revenait de loin, que la Côte d'Ivoire ne veut plus vivre ça, que les Ivoiriens ne veulent plus vivre ça, et même les non-Ivoiriens, mais toujours dit que nous, on veut voir le pays avancer dans son développement au plan économique et autres. Alors, si cela joue franc jeu, les guides religieux, je veux dire, s'ils sont vraiment sincères envers les fidèles, c'est clair que je ne crois pas que une personne puisse regarder l'autre en champ de faïence, parce que l'autre il porte le message de paix et d'amour, tout. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire fais ce que je t'ai dit mais ne fais pas ce que j'ai fait. Bon, mais je pense qu'ils ont leur rôle vraiment à jouer en amenant vraiment les Ivoiriens, les non-Ivoiriens à ne pas se regarder en champ de faïence pour avancer. Et ces prix-là, c'est pour les encourager. Alors, qui sont ces lauréats? On peut avoir une idée? Au niveau des guides religieux, cette année, on a le curé nommé Rika Beka, qui est donc le curé de la paroisse de l'église Sainte-Famille, la Riviera 2. On a donc le cheikh imam Sekou Diabaté Amadou, qui est l'imam de la grande mosquée d'Abobo. Et on a le bishop Idriss Ouattara, qui est donc le pasteur principal donc, de l'église des ambassades de Plateau. Quels sont les critères de choix de toutes ces personnalités-là, de tous ces lauréats? Voilà. Au niveau, par exemple, des guides religieux, eux n'ont pas besoin de sondage ni de critères de sélection. On part d'un palier à un palier. Parce que chaque année, on essaie de dire il faut qu'il y ait des musulmans, chrétiens, évangéliques, ainsi de suite, tout. Mais en ce qui concerne les acteurs de développement qui, eux, reçoivent des prix, c'est un sondage qui est réalisé par un partenaire dont je préfère taire le nom maintenant, pour cause de publicité. Ça ne gêne pas. Hein, voilà. Qui est donc Atcom Group, bien sûr, qui fait les sondages chaque année pour nous. Nous leur donnons une liste de personnalités. Et, par exemple, comme, je pense pour cette année, ils étaient 450 au départ. Et pendant 3 mois, ils ont sillonné la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a des récipiendaires qui viennent de l'intérieur. Ensuite, ici, avec leur méthode de travail. Et puis, à l'arrivée, ils nous ont donné 35 personnalités. Vous dites que sur les 450, il n'y a que 35 qui... Vous avez eu de prestigieux, quand même, lauréats? Ah oui, par le passé. Hein. Par le passé. Ouais, par le passé. Je vais citer pêle-mêle comme ça. On a l'actuel ministre de l'économie et des finances, qui était lauréat en 2015, qui en son temps était DG du Trésor. Hein. Ensuite, il y a... Monsieur Abina. Monsieur Abina Pascal, qui lui aussi également était DG des impôts. Ensuite, on a Monsieur Bégodjuma, l'actuel maire de Benjaville. On a Monsieur Berthé Abdelrahman, qui est l'actuel DG de la CECRAE. Et ainsi de suite. Donc, je pense que... Et c'est les personnes qui, après avoir reçu nos prix... sont entrés au gouvernement. Voilà, sont entrés au gouvernement, donc ont changé... C'est à croire que... Bon, certainement qu'on porte chance, voilà. Merci et très bonne journée. C'est moi qui vous remercie, M. Ariane. Merci. Merci infiniment.